Cowboy Bebop, c'est 26 épisodes. Un film et surtout une histoire bien plus complexe que ce que la plupart des fans ont pu comprendre de la série. Faut le dire, beaucoup l'ont apprécié sans cerner l'animé complètement. Par exemple, vous n'avez peut-être pas suivi toute l'histoire derrière la Terre. Et c'est en voyant ça que je me suis lancé le défi de vous raconter l'histoire complète de Cowboy Bebop. Pour débuter notre histoire, il faut qu'on aille sur Terre en 2022, soit à peu près 50 ans avant de découvrir nos protagonistes. C'est à cette époque que l'humanité commence à voyager dans l'espace, grâce à des portes spatiales. Une technologie qui permet le voyage rapide à travers tout le système solaire. Malheureusement, on se trouve qu'au début de cette nouvelle technologie, et les portes ne sont que expérimentales. Elles sont donc très dangereuses, et le moindre accident pourrait causer une catastrophe. Et c'est ce qui va se dérouler, parce qu'un jour, une porte spatiale en orbite autour de la Terre va exploser. Cette explosion crée une déchirure dans l'espace-temps, ce qui va libérer une grosse quantité d'énergie et causer la destruction de la Lune, générant donc plein de débris qui tombent constamment sur la Terre. Et les débris combinés aux effets de l'explosion causent eux-mêmes des ravages sur la planète, déclenchant des séismes, des tsunamis et plein de trucs pas ouf qui vont faire chuter la population de la Terre en causant plus de 4 milliards de morts. La Terre devient donc largement inhabitable pour la majorité de la population, poussant des millions de personnes à fuir sur d'autres planètes, comme Mars, Vénus ou les lunes de Jupiter et Saturne. Mars devenant d'ailleurs la destination la plus populaire et considérée comme le nouveau centre de l'humanité. Et à cause de tout ce passif, l'économie a explosé, créant des inégalités entre les classes sociales. Ce fossé entre les riches et les pauvres va donc faire augmenter la criminalité et renforcer des organisations criminelles comme celle du Dragon Rouge. Mais on aura l'occasion de reparler de plus tard. Pour l'instant, il faut régler ce problème d'insécurité. Et pour pallier à ce problème, l'ISSP, une sorte de police interplanétaire, va créer un système de primes. Cette organisation peut lancer des mandats d'arrêt contre les criminels, qui sont souvent arrêtés par des chasseurs de primes. L'ISSP coopère avec ces chasseurs et leur offre des récompenses pour la capture des criminels recherchés. Et en parlant de chasseurs de primes, c'est exactement ce qu'est le héros de notre histoire. Mais pour le trouver, il faut qu'on avance de 49 ans dans le temps. Mesdames, messieurs, bienvenue en 2071. On se trouve actuellement à bord d'un vaisseau spatial appelé le Bebop et on peut enfin faire la connaissance de Spike Spiegel, en plein entraînement d'arts martiaux. Il est arrêté par Jet Black, un autre chasseur de primes avec qui Spike fait équipe. Jet lui informe qu'ils ont trouvé une nouvelle cible, Asimov Solensan, un ancien membre d'organisation criminelle qui a tué ses propres hommes, afin de fuir une confrontation avec un gang ennemi. Une cible parfaite pour nos deux camarades puisque sa prime est estimée à 2 500 000 Wulong. C'est la monnaie de ce monde. Et d'ailleurs dans certaines versions le nom de l'argent change, mais dans cette vidéo on va s'exprimer de cette manière. Et 2 millions de Wulong, ça fait beaucoup d'argent, surtout que nos deux protagonistes sont hyper fauchés et n'ont même pas assez pour se payer de quoi bien manger, alors ils se mettent directement à la recherche de Asimov, le fugitif qu'on va retrouver dans un bar accompagné de sa copine. Il est ici pour vendre une drogue appelée le Bloody Eye. Mais pendant qu'il procédait à la transaction, des hommes armés les attaquent. Ce sont sans doute les membres du gang qui la fuient. Pour les abattre, Asimov va prendre une dose de Bloody Eye. Cette drogue va lui donner des capacités surhumaines et grâce à elle, il va réussir à les affronter sans problème, puis fuir le plus loin possible avec Katrina Solensan, la femme qui l'accompagne depuis le début. Après cette scène, on comprend que Asimov a en fait volé le Bloody Eye qu'il possède, dans le but de devenir riche et de pouvoir fuir sur Mars avec Katrina, cette même femme qui va se retrouver face à face avec Spike. Elle ne sait pas qu'il est chasseur de primes, alors elle discute avec lui tout en racontant qu'elle veut aller sur Mars pour vivre la belle vie. Mais Spike lui répond que seuls les riches sont heureux là-bas, en connaissance de cause puisque lui-même est né sur Mars. Et avant de pouvoir plus parler de lui, il révèle à la femme qu'il est en fait un chasseur de primes, qui en a après la prime de Asimov. Mais le principal concerné se trouve derrière lui et lui saute dessus pour l'étrangler. Puis il fuit avec Katrina. Spike se trouvant à terme est retrouvé par Jet, qui lui dit qu'il ferait mieux d'abandonner la prime, puisque Asimov est beaucoup trop dur à arrêter, à cause de la force physique que le Bloody Eye lui donne. Mais Spike n'est pas du même avis, puisqu'il sait où ils vont aller et sait comment l'arrêter. La chasse continue donc, et grâce aux informations que Spike a eues, il réussit à retrouver le fugitif. S'ensuit un combat entre les deux hommes. Spike domine son adversaire assez largement, mais des membres de gang arrivent et interrompent le combat, ce qui pousse Asimov et Katrina à s'enfuir encore une fois. Mais avant que la femme puisse monter dans une voiture, elle se fera tirer dessus, ce qui va nous révéler qu'elle était en fait en train de transporter plein de fioles de Bloody Eye sur elle depuis le début. Mais pas le temps de réfléchir à ça puisque Spike doit maintenant entamer une course-poursuite
course-poursuite avec eux en vaisseau spatial. Pendant la traque, Asimov s'administre une autre fiole de Blue Eye pour reprendre l'avantage, mais la prise de cette substance le rend agressive envers Katrina. Elle, qui pensait pouvoir vivre sur Mars, se rend compte que ce rêve leur sera impossible et décide donc de tirer sur Asimov afin d'arrêter cette course-poursuite absurde. À la fin du chemin, elle se fera tirer dessus par des vaisseaux de l'ISSP, tout ça sous les yeux de Spike, et c'est sous cette défaite de l'équipage du Bebop que la mission se termine. Spike et Jet se retrouvant toujours autant fauchés vu qu'ils n'ont pas réussi à attraper Asimov vivant. Ils sont donc maintenant à la recherche d'un nouveau criminel à chasser, et pour en retrouver un, il leur faudra pas longtemps, puisque quelques jours plus tard, une nouvelle prime est annoncée. Les chasseurs doivent maintenant attraper Abdul Hakim, un voleur d'animaux de compagnie en série, qui a une prime de 8 millions de Wulong sur sa tête. Malheureusement, les missions qui se chargent de présenter les criminels mettent une photo de Hakim avant sa chirurgie esthétique, ce qui fait que personne ne sait à quoi il ressemble actuellement, à part le médecin qui s'est chargé de l'opération. Et avec un peu de chance, Spike et Jet le connaissent, et en échange d'un peu d'argent, il leur donne une photo et des informations sur lui. On sait qu'il possède une mallette, à quoi il ressemble et où il se trouve actuellement. Et c'est d'ailleurs sur la planète Mars que nos deux protagonistes doivent se rendre pour le débusquer. Bienvenue sur Mars, une planète entre richesse et pauvreté, la planète sur laquelle Hakim s'est réfugié. C'est ici qu'on va le trouver, lui et sa mallette, en plein appel téléphonique. Il contacte un potentiel client qui serait prêt à acheter le contenu de la valise qu'il possède. Il sera ensuite dans un bar où il est distrait par un vieil homme suffisamment longtemps pour qu'un homme plus jeune s'empare de la mallette pour s'enfuir à bord d'un camion. Cet homme essaye de vendre la mallette volée au propriétaire d'un magasin, mais est surpris par Spike, qui par chance était dans ce même magasin. Spike le menace avec son arme, pensant que l'homme est Hakim après une autre opération de chirurgie esthétique. Puis pour être sûr, il va forcer le propriétaire du magasin à ouvrir la valise, et elle trouvera un chien. Son nom c'est Hein, et le propriétaire nous dit qu'un chien comme ça sur le marché, ça vaut pas grand chose. Et après avoir entendu ça, Spike perd tout intérêt et décide de partir, en se disant qu'il s'est trompé. Mais 2 minutes plus tard, il croise le vrai Hakim sans le remarquer. Le criminel attrape le jeune homme qui lui avait volé la valise plus tôt et le menace avec une arme, tout en essayant d'attraper Hein, qui réussit à s'enfuir. Avec la surprise, Hakim tire et cela va attirer l'attention de Spike, qui va donc voir le criminel et démarrer une course-poursuite avec lui. Pendant ce temps, on aperçoit des scientifiques dans une camionnette. C'est en fait les propriétaires du chien. Ils recherchent Hakim car il leur a volé leur animal. Alors quand ils voient Hakim au loin en train de poursuivre Hein, une autre course-poursuite se lance. Hakim qui lui court après Hein et les deux scientifiques et Spike qui eux courent après Hakim juste derrière. Lors d'une intersection, Hein atteint un pont où Spike et Hakim se rencontrent aux extrémités opposées. Spike révèle qu'il est un chasseur de primes et ils se battent jusqu'à ce que le chien saute par-dessus le pont pour atterrir sur un bateau. Les deux sautent après lui, mais Hein part du bateau pour aller sur la tête de Spike. Hakim lui réussit à s'échapper, mais sans le chien, puisque c'est maintenant Spike qui le possède. Et vu qu'il ne sait pas trop quoi faire avec lui, il décide de le faire venir avec lui sur le Bebop. C'est d'ailleurs là-bas que Jet décide d'équiper Hein d'un collier relié d'un dispositif de localisation. Leur plan sera d'utiliser Hein comme appât pour enfin pouvoir coincer Hakim. Pour ce faire, Spike est obligé de promener le chien dans les rues de Mars, pendant que Jet lui surveille sa localisation. Pendant ce temps, les scientifiques continuent de se déplacer en voiture à la recherche de Hein. Et à ce moment-là, on pourrait se demander pourquoi autant de personnes veulent le posséder. Après tout, il est censé être un chien tout à fait ordinaire. En fait, c'est tout le contraire. Et pour le comprendre, il faut que je vous explique les origines de ce chien. En fait, Hein est un des cobayes des scientifiques. C'est en gros un chien avec une intelligence hors du commun. Et on pourrait supposer que c'est parce qu'il a été modifié génétiquement. Et c'est ça qui lui donne autant de valeur. Pour revenir à notre chasse à l'homme, le plan de Spike et Jet pour retrouver Hakim va mal se dérouler, puisque pendant l'opération, les scientifiques décident d'utiliser un sifflet à chien pour attirer tous les chiens de la ville vers eux. Hein va donc entendre le bruit et s'échapper de Spike. Mais avec tout le bordel que cette agitation va causer, Hakim va enfin se montrer. Et une autre course-poursuite va démarrer. Mais pendant cette traque, Hakim et les scientifiques vont avoir un accident. Ils vont s'écraser dans un quartier de l'ISSP et donc se faire arrêter par la police. Spike lui sera donc obligé d'abandonner la prime et n'obtiendra donc aucune récompense. Ce qui est malheureux pour nos protagonistes puisqu'ils sont toujours autant fauchés. Mais au moins, ils ont gagné un nouveau membre dans l'équipage. Et en parlant de nouveaux membres, la suite de notre histoire va nous pousser à en rencontrer un potentiel. Son nom c'est Faye Valentine et
elle rentre actuellement dans une boutique sur Mars. On aperçoit d'ailleurs qu'elle est traquée par un groupe armé, qu'elle va affronter dans une fusillade qu'elle pensait gagner, mais grâce à la supériorité numérique de ses opposants, elle se fait capturer. Elle est emmenée sur le vaisseau d'un propriétaire de casino à qui elle doit de l'argent, mais Faye ne peut pas payer. Alors le propriétaire lui propose un marché. Si elle travaille dans son casino en utilisant ses talents en matière de tricherie, il effacera le montant de ses dettes. Et en parlant de casino, nos deux héros Spike et Jet, eux aussi y sont, dans le but de faire fortune. En effet, traquer des criminels c'est bien, mais seulement quand tu gagnes assez d'argent pour vivre. Et à l'heure actuelle, leur stats s'élève à 0 prime remportée. Mais dans leur malheur, ils vont avoir une part de bonheur, puisqu'ils vont pouvoir rencontrer Faye Valentine, qui à cause de son arrangement avec le propriétaire du casino, est obligé de jouer les donneuses dans une partie de blackjack, que comme par hasard, Spike va rejoindre. C'est d'ailleurs une énorme coïncidence, puisque plus tôt, on a dit à Faye qu'un homme ayant l'apparence de Spike s'assoirait à sa table, perdrait tout son argent et lui donnerait son dernier jeton, en guise de pourboire. Le propriétaire veut que Faye lui remette le jeton, et si elle le fait, il lui a promis d'effacer le montant de ses dettes. Bien évidemment, l'homme en question n'est pas Spike, juste quelqu'un qui lui ressemble. Mais Faye ne l'a toujours pas compris, alors cela va la surprendre lorsque Spike décide de garder son dernier jeton, et de s'en aller. La suite de coïncidences troublantes continue lorsqu'en sortant, il entre en collision avec son sosie, et se retrouve accidentellement avec le jeton de l'autre homme, celui que le propriétaire voulait. Après que l'homme ait rapidement récupéré ce qu'il croit être son jeton, Faye rattrape Spike et exige le jeton. Spike, n'étant pas au courant du plan, ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe et commence à attirer l'attention vers lui, ce qui ne va pas plaire à la sécurité du casino. En regardant autour d'elle, elle s'enfuit lorsque deux agents de sécurité s'approchent de Spike et lui demandent de venir avec eux. Évidemment, il refuse et commence donc à se battre, ce qui va rameuter tous les autres agents de sécurité. Pendant ce temps, Faye utilise son vaisseau pour s'échapper. Spike et Jet s'échappent aussi des agents du casino, et encore une fois sans n'avoir rien pu gagner. Ils attrapent d'ailleurs le vaisseau de Faye avant qu'elle ne s'échappe du casino. De retour sur le Bebop, Jet et Spike ont décidé de capturer et de menotter Faye, car en regardant les infos, ils ont appris qu'elle avait une prime de 6 millions de Wulong sur sa tête. Mais entre temps, ils remarquent quelque chose d'autre. Jet inspecte le jeton de poker que Spike a ramassé et apprend qu'il y a en fait une puce informatique à l'intérieur. Mais avant de pouvoir plus l'examiner, le navire est secoué par une collision. C'est Goton, le propriétaire du casino. Il exige que l'équipage du Bebop lui rende le jeton. Jet explique alors qu'ils sont au courant de la puce cachée à l'intérieur, une puce qui a été créée 3 ans auparavant. À cette époque, un groupe a créé un programme qui peut décrypter presque n'importe quel code de sécurité. C'est littéralement un passe-partout qui pourrait permettre à n'importe quel criminel de causer de gros problèmes dans tout le système solaire. Le hic, c'est que sans la fameuse puce, le programme est impossible à utiliser. Alors comme Goton ne veut absolument pas perdre la puce, il propose 30 millions de Wulong à Jet et Spike pour la récupérer. Et les deux acceptent. Spike sort sa combinaison spatiale pour effectuer l'échange et saute vers le vaisseau de Goton. Un homme apparaît pour donner la valise d'argent et après que Spike ait lancé la puce, l'homme, bien que non armé au départ, sort un pistolet. Goton a donc décidé de les trahir. Spike se précipite vers son adversaire, fait tomber son arme et le jette dans l'espace. Puis il rattrape le jeton qu'il avait balancé pour effectuer l'échange. Pendant ce temps, Faye réussit à s'échapper du Bebop. Elle fait exploser le hangar du vaisseau tout en profitant pour voler la mallette d'argent que Spike aurait dû récupérer. Le vaisseau de Goton riposte en tirant des coups de feu, mais Faye parvient à les renvoyer sur le vaisseau pour enfin fuir. Finalement, Spike et Jet finissent comme d'habitude perdants. Ils ont seulement pu garder le jeton de poker qui renferme la puce spéciale. Mais pour eux, l'objet vaut pas grand chose. Ils s'en fichent complètement de l'avoir et vont finalement l'utiliser comme n'importe quel jeton de casino. D'ailleurs, je vous l'avais dit que Faye deviendrait une membre de l'équipage du Bebop. Et vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est toujours pas le cas. Et c'est tout simplement parce qu'il aura fallu que Spike et Jet recroisent sa route dans une nouvelle aventure. Pour faire simple, nos deux chasseurs de primes auront pour objectif d'arrêter une nouvelle criminelle, nommée Twinkle Maria. C'est une éco-terroriste qui dirige une organisation qui menacera toute une population avec un virus qui peut transformer les humains en singes. Pour la capturer, Jet et Spike vont faire équipe avec Faye, mais vous commencez à connaître la chanson, ils ne vont pas réussir à empocher la récompense. Néanmoins, à la fin de cette aventure, Faye décide de rester dans l'équipe, même si Spike et Jet n'avaient aucune envie de la recruter. Bon, après toutes les aventures qui sont passées, vous avez sûrement remarqué un truc, les événements n'ont aucun lien entre eux, et c'est assez normal quand on sait que Cowboy Bebop, c'est en fait un animé épisodique. Les histoires sont assez indépendantes, mais je vous rassure, certains sont beaucoup plus importants pour connaître le lore, et la prochaine aventure de Spike fait d'ailleurs partie de ces épisodes, puisqu'on va en apprendre beaucoup plus sur
son passé. L'épisode débute avec deux organisations criminelles qui signent une trêve. Ces organisations sont celles du Dragon Rouge et du Tigre Blond, les deux plus gros gangs de tout l'univers de Cowboy Bebop. Ils sont tous les deux fatigués du bain de sang que les deux groupes ont effectué, mais lorsque l'accord de paix a enfin été signé, le vaisseau du gang du Tigre Blond explose. C'est Vicious, un membre des Dragons Rouges et ses hommes de main qui font éruption dans la pièce et décident de tuer tout le monde, sauf Mao, un haut placé de ce même gang. Vicious a en fait trahi sa propre organisation. Avant de se faire tuer, Mao insinue que la présence de Spike aurait empêché Vicious d'agir contre lui. Et à ce moment-là, on capte pas vraiment quel est le lien entre Spike et cette organisation criminelle, et qui est Vicious en réalité. Bon, ça devient un peu le bordel cette histoire. Alors je vous propose de retourner à l'endroit où on aura toutes nos réponses, c'est-à-dire dans le passé. Ok, on est sur Mars en 2044, c'est l'année de naissance de Spike. On ne connaît pas grand chose sur ses parents, mais on peut supposer qu'il est devenu orphelin très jeune, et a été élevé dans les bidonvilles. Cela l'a forcé à devenir un voyou afin de survivre. Mais un jour, un homme s'est approché de lui, c'était Mao. Il l'a pris sous son aile et l'a fait rentrer dans le syndicat du Dragon Rouge. Et en très peu de temps, Spike va réussir à grimper les échelons, et au même moment va rencontrer Vicious, un autre membre que Mao avait pris sous son aile. Les deux étant les meilleurs de l'organisation, ils deviendront vite candidats au poste de successeur de Mao, chacun avec des opinions contradictoires sur la question. Tandis que Spike n'est pas intéressé par le poste, Vicious lui aspire au pouvoir. Il est très égoïste à l'opposé de Spike. Et comme vous vous en doutez, les deux ne s'entendent pas très bien. Et cela ne va pas s'arranger car en plus d'être rivaux dans l'organisation, ils le sont aussi en dehors, à cause de leur amour pour la même femme, nommée Julia. Un amour qui va pousser Spike à vouloir fuir et quitter le monde du crime. Mais cela sera impossible, car le seul moyen de quitter les Dragons Rouges est de mourir. Spike va donc envoyer à Julia une lettre indiquant qu'il envisage de simuler sa mort, et il l'invite à un rendez-vous pour qu'ils puissent s'enfuir ensemble. Mais Vicious intercepte le message et apprend son plomb. L'antagoniste de Spike va donc menacer Julia en lui donnant deux options: tuer Spike ou mourir avec lui. Ne voulant pas tuer l'homme qu'elle aime, elle se cachera pour son bien et ne viendra pas au rendez-vous. Le jour du plan, quand Julia ne se montre pas, Spike est pris en embuscade par le Dragon Rouge. Il suppose que Julia s'est sûrement fait tuer ou qu'elle l'a trahi. Néanmoins, Spike réussit à simuler sa mort dans la fusillade. Il leur échappe, mais selon ses propres mots, il est mort ce jour-là après avoir perdu l'amour. Maintenant, on peut mieux comprendre la rivalité entre Spike et Vicious et revenir dans le présent où Jet et Spike découvrent qu'une nouvelle prime de 28 millions de Wulong a été mise sur la tête de Mao Yenrai. Bien évidemment, tout cela est un piège de Vicious qui veut attirer Spike pour le confronter. Mais Spike a vu clair dans son jeu. Néanmoins, il décide quand même de partir confronter son ennemi pour régler une bonne fois pour toutes ses comptes avec ce rival. En plus, suite à plusieurs événements, Faye s'est fait capturer par Vicious. Elle a tenté de remporter la prime sur Mao sans savoir qu'il était déjà mort. Alors maintenant, Spike a une raison de plus pour partir affronter Vicious, qui l'attend justement dans une cathédrale. Après quelques mots brefs, Spike entend Faye et sort son arme. Il tue ensuite l'homme qui menaçait Faye, puis finit par courir à l'étage vers Vicious, tuant les alliés de son ennemi sur son passage. Dans les escaliers, Spike est touché, mais il continue. Il trouve l'endroit où Vicious se cache et se bat contre lui. Vicious parvient à attraper Spike et à le jeter à travers une fenêtre. Et dans la chute, toute la vie de Spike défile sous ses yeux. Heureusement, il ne meurt pas de cette chute et est sauvé par Faye et Jet. Après cette aventure, une chose est sûre, la rivalité entre Vicious et Spike ne va pas s'arrêter là. D'autres combats face à lui sont à prévoir. Mais pour l'instant, la vie dans le bebop reprend son cours. Par moments, nos protagonistes chassent de nouveaux criminels, d'autres fois, ils aident des personnes sans vraiment le vouloir, et souvent ils frôlent la mort. Un quotidien, tout ce qu'il y a de plus banal pour des chasseurs de primes. Mais leur vie sera bousculée par l'arrivée d'un nouveau compagnon de route. La rencontre avec ce nouveau personnage est plutôt spéciale. Tout démarre avec l'équipage qui découvre qu'une prime de 8 millions est placée sur la tête d'un hacker, nommé Radical Edward, qui causerait des problèmes à toute une planète. Et c'est d'ailleurs un hacker tout droit venu de la Terre. Parce que oui, je vous avais dit que la Terre était devenue un endroit extrêmement hostile, mais ce que je vous ai caché, c'est qu'il reste toujours des gens qui y vivent, bien que les conditions assez spéciales de la Terre ont beaucoup impacté ses habitants. Par exemple, comme je vous l'ai dit, la Lune a explosé et des débris lunaires s'écrasent constamment sur Terre. Et pour pallier à ça, les survivants ont décidé d'habiter dans les souterrains. À cause de ce choix, les terriens étaient coupés du reste du monde, ce qui les a conduits à se tourner vers Internet pour garder le contact avec les autres. Cette surutilisation d'Internet a donné naissance à toute une génération de hackers. Et Radical Edward en fait partie. Il est même considéré comme
comme le plus grand des hackers. Alors, lorsque le Bebop apprend qu'une prime est placée sur lui, aucune chance qu'il ne la prenne pas. Ils vont donc enquêter sur lui et absolument rien trouver. Par contre, un enfant les contacte. Il dit qu'il connaît Radical Edward puisque c'est lui-même, et que le criminel qui cause des soucis à la Terre n'est pas lui, mais un satellite contrôlé par une IA, devenue complètement folle. Il va leur proposer son aide pour arrêter cette machine et leur promet de leur laisser toute la récompense, mais à une seule condition. Il veut pouvoir rejoindre l'équipage du Bebop. Et c'est ce qui va se dérouler. Ils vont réussir à arrêter le satellite, mais ne recevront aucune récompense, puisque la police a décidé que aucune prime sera versée si l'entité arrêtée n'était pas un être vivant. Pour traduire simplement, c'est juste des rats en fait. L'équipage a néanmoins gagné une nouvelle passagère. Et oui, j'ai bien dit une nouvelle, puisque Edward, c'est une fille, même si son nom nous laisse penser le contraire. D'ailleurs, son nom complet, c'est Edward Wang Opepelu Tivruski 4e. Oui, c'est pas un code wifi, c'est vraiment son nom. Mais comme je suis quelqu'un de relativement normal, on va faire comme tout le monde et juste l'appeler Ed. Après cette grosse aventure, l'équipage du Bebop va continuer son voyage et à un moment donné va arriver à Callisto, une des lunes de Jupiter. S'ils arrivent ici, ce n'est pas un hasard, puisque sur le Bebop, Faye s'est enfui avec tout l'argent et l'antigel du vaisseau, ce qui rend le vaisseau invivable et les personnages plus fauchés qu'ils ne le sont habituellement. Alors Ed va chercher Faye sur le net grâce à ses talents de hacker, mais va trouver à la place un signal portant le nom de Julia, provenant du Blue Crow, une ville se trouvant sur Callisto. Spike sait de qui elle parle et décide donc de partir à sa recherche. Jet le poursuit et le met en garde, en disant que c'est un nom courant et que ce n'est sûrement pas elle. Mais Spike est déterminé à découvrir si c'est vraiment la Julia qu'il connaît. Plus tard sur Callisto, Spike commence ses recherches et suivant les conseils des habitants, cherche Julia dans plusieurs lieux, mais se rend rapidement compte que tout ça n'était qu'une fausse piste et que Julia est bel et bien passée dans cette ville, mais est partie depuis plusieurs années. Il découvre aussi que c'est un homme nommé Glenn qui a pris le nom de code de Julia et que cette personne est lui-même liée à Vicious. C'est en fait une personne qui s'est fait trahir par lui et qui compte se venger. Et maintenant que Spike sait que cette ville est liée à son ennemi, il compte bien le confronter, puisque Vicious se trouve aussi à Callisto. Alors leur chemin va se croiser, et lorsque Glenn voudra enfin effectuer sa vengeance, il va échouer, et même mourir sous les yeux de Spike. Vicious, lui, va s'échapper, et Spike va quant à lui rentrer au Bebop. Encore une fois, sa confrontation avec Vicious n'a rien donné, mais il sait que ce n'est que partie remise. Du côté de Faye, elle a été retrouvée par Jet, et a pu revenir dans l'équipage, même après ce qu'elle a fait. Avec cette aventure, on a pu découvrir que ce personnage était tourmenté par quelque chose dont on n'a toujours pas conscience. Elle reste assez énigmatique et on ne connaît toujours pas son passé. Mais tout ça change le jour où l'équipage du Bebop trouve une cassette vidéo. Dans la vidéo, on peut apercevoir Faye quand elle était plus jeune. Ce qui est surprenant, c'est que la vidéo est en fait une capsule temporelle qui a été tournée il y a plus de 50 ans. Et tout ça est bizarre puisque ça voudrait dire que Faye a en fait 77 ans, ce qui paraît très peu logique. Mais bon, comme d'habitude, quand on a autant de questions, pour trouver une réponse, il faut qu'on aille à un seul endroit, c'est-à-dire dans le passé. Pour retracer l'histoire de Faye, il faut qu'on aille sur Terre en 1994, puisque c'est à ce moment-là qu'elle est née. Elle a vécu dans une famille riche, ce qui fait que ses parents voyageaient beaucoup. En 2014, ses parents et elle ont décidé de partir en voyage dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial privé. Mais lors du voyage, un accident est survenu et ses parents ont été tués dans l'incident. Faye, elle, a été gravement blessée et lorsqu'on découvre que ses blessures s'avéraient incurables par la médecine actuelle, les médecins de l'époque ont décidé de la cryogéniser pour la maintenir en vie jusqu'à ce qu'on puisse la soigner. Malheureusement, comme vous le savez, en 2022, l'incident de la porte spatiale se produit et quand les roches lunaires tombent sur la planète Terre, l'hôpital où elle se trouvait s'est fait détruire, ce qui a conduit à la perte de presque toutes les données qui la concernent. On ne se souvient donc que de son nom et 54 ans après, c'est-à-dire en 2068, elle se réveille amnésique, ce qui pourrait être une bonne nouvelle jusqu'à ce que le médecin qui l'a réveillée l'informe qu'elle possède maintenant une dette de 3 milliards à cause des frais d'hôpitaux. Le pire dans cette histoire, c'est que le médecin et son neveu, Whitney Agas Matsumoto, envisageaient en fait de l'arnaquer avec un plan élaboré afin que Agas fasse semblant d'avoir des sentiments pour Faye, pour qu'il lui fasse signer son testament. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que tout ce que cet homme avait sur son compte en banque n'était que des dettes encore plus élevées que les siennes. Et lorsqu'il lui a refilé toutes ses dettes, elle a choisi de fuir et de vivre sa vie sans les payer. Puis 3 ans plus tard, comme vous le savez déjà, on l'a retrouvée dans un casino où elle avait réussi à avoir encore plus de dettes sur le dos. Maintenant qu'on connaît bien le passé de Faye, on sait que la chose qui la tourmente est en fait le fait de ne pas se souvenir de son passé. Mais son problème risque très vite de s'arranger puisque après tout ce qui s'est passé, ses souvenirs sont revenus. Elle a pu revoir des gens
gens qu'elle a connus plus jeunes et a décidé d'aller de l'avant. Enfin, d'après ce qu'on peut interpréter. D'ailleurs, pendant que je vous racontais toute cette longue histoire, je me suis souvenu que depuis le début, il y a une personne dont je n'ai toujours pas parlé. Et cette personne, c'est Jet. Mais grâce à la prochaine aventure du Bebop, on va en apprendre beaucoup plus sur lui. On se trouve actuellement sur un vaisseau qui transporte des criminels. C'est ici qu'on va faire la rencontre de Uday, un des prisonniers du navire, qui a réussi à s'évader. C'est un criminel très dangereux que Jet connaît très bien, puisqu'à une certaine époque, il a cherché à l'arrêter. Pas en tant que chasseur de primes, mais comme membre de l'ISSP. Et oui, Jet est en fait un ancien policier, un agent des forces de l'ordre tellement efficace que son surnom était Black Dog, le chien noir qui ne lâche jamais sa proie. Et c'est d'ailleurs son ancien coéquipier de l'ISSP, Fad, qui va l'informer de l'évasion du prisonnier. Les deux vont donc refaire équipe pour la dernière fois et réussir à tuer Uday. Mais avant de mourir, le criminel va donner des informations capitales sur le passé de Jet. En fait, lorsqu'il était toujours agent de l'ISSP, Jet était considéré comme beaucoup trop efficace, et donc une gêne pour certaines organisations criminelles. Et je vous l'ai pas encore dit, mais en réalité, l'ISSP est extrêmement corrompu, ce qui fait que Jet était indirectement un problème pour la police. Alors un jour, un plan sera fomenté pour l'abattre, et ça sera son camarade Fad qui devra se débarrasser de lui. Heureusement, il va survivre, mais perdre l'un de ses bras. Après ça, il quittera la police, mais sans savoir que c'était l'ISSP qui voulait se débarrasser de lui, et que c'était Fad qui lui avait tiré dessus. Mais avec les révélations de Uday, il est maintenant au courant, et après ça, Jet entamera un court combat avec Fad, le policier qui va d'ailleurs mourir dans cet affrontement. Et Jet, quant à lui, va enfin revenir sur le Bebop, maintenant au courant de tout son passé. Et vous l'avez bien compris, le passé dans cette œuvre, c'est extrêmement important. Tous les personnages sont hantés par celui-ci et en quête de le comprendre. Et en parlant de passé, il y a bien un dernier personnage dont on ne connaît toujours pas l'histoire. Et ce personnage, c'est Ed. Son histoire à elle se résume très simplement. Elle s'est fait abandonner très jeune par son père, qui se nomme Apple Daily Senis Essap Lufen. Et oui, les noms chelous, c'est de famille. Après son abandon, elle a été élevée dans un orphelinat sur Terre, qu'elle va d'ailleurs quitter très peu de temps après, et entre-temps devenir une hacker renommée. Elle va d'ailleurs pouvoir revoir son paternel, puisque Spike et Jet vont vouloir l'arrêter à un moment donné, puisqu'il a en fait une prime sur sa tête. Mais lorsqu'ils vont apprendre qu'il est en fait le père de Ed, et que sa prime s'élève en réalité à seulement 50 Wulong, les chasseurs de primes vont vite abandonner. Apple Daily va d'ailleurs partir quelques minutes après avoir retrouvé sa fille, et il part sans elle. Il semble intéressé par le fait de vivre avec Ed, mais lui laisse le choix entre venir ou non. Cette rencontre avec un personnage important de son passé va d'ailleurs faire cogiter Ed sur son futur, et Faye va l'encourager à prendre la décision qu'elle trouve le mieux pour elle. Et à la fin, Ed va décider de quitter l'équipage pour vivre sa vie comme elle l'entend. Peut-être à la recherche de son père, peut-être pour trouver d'autres objectifs. Hein va d'ailleurs la rejoindre. Et comme au tout début de notre aventure, l'équipage va se composer de seulement 2 personnes, Jet et Spike. Faye a décidé d'elle aussi partir vers de nouveaux objectifs, mais leur chemin va encore une fois se croiser pour une dernière danse, le combat final face au plus grand antagoniste de Spike, le combat face à Vicious. Spike et Jet se retrouvent tous les deux dans un bar, nostalgiques de tout ce qui s'est passé, depuis qu'ils ont rencontré tous les membres maintenant partis de leur équipage. Pendant ce temps, des membres du Dragon Rouge décident de les attaquer. Ils sont à la recherche de Spike et c'est les dirigeants du gang qui leur a donné l'ordre de l'éliminer. Mais les deux vont réussir à s'enfuir. Ce qui est préoccupant, c'est pourquoi ils décident maintenant d'envoyer leurs hommes de main vers Spike. La réponse à cette question nous sera donnée très rapidement, puisqu'on va apprendre que du côté des Dragons Rouges, beaucoup de choses ont bougé. Par exemple, Vicious a tenté de faire un coup d'état pour prendre le pouvoir de son organisation. Sans succès pour sa première tentative, mais il réussira lors de la deuxième. Ce qui le rend encore plus puissant qu'il ne l'est déjà, et qui nous rapproche encore plus de l'affrontement final. Mais pour l'instant, c'est Faye qu'on retrouve, étonnamment accompagnée de Julia, la fameuse femme qui, elle aussi, se fait poursuivre par les hommes du gang. Ils ont en fait décidé d'éliminer tous ceux qui pourraient leur barrer le chemin, membres de l'organisation ou pas. C'est d'ailleurs pour ça que Spike a été visé. Mais grâce à Faye, Julia va réussir à échapper à ses détracteurs. Et elle va même demander à Faye de transmettre un message à Spike, lui disant qu'elle veut le retrouver pour cette fois-ci réellement fuir avec lui. Spike va d'ailleurs répondre au message en venant au rendez-vous fixé. Et ils vont tout faire pour s'échapper. Malheureusement, la confrontation est inévitable. Les hommes de l'organisation se trouvent partout et ils vont devoir survivre à une fusillade. Et lors de celle-ci, Julia va malencontreusement se faire
faire toucher et va mourir dans les bras de Spike. Après cet événement, c'est donc décidé. Spike doit se venger au nom de Julia. Il va retourner peut-être pour la dernière fois au Bebop pour s'armer, ainsi que pour dire adieu à Faye et Jet. Son plan de vengeance va maintenant démarrer. C'est dans le QG des Dragons Rouges que Spike va se rendre. Il va se battre tout seul face à tous les sbires de Vicious, du moins presque, puisqu'il reçoit aussi l'aide de Shin, un jeune membre du gang qui n'approuve pas le pouvoir de Vicious. Grâce à son aide et avec beaucoup de difficultés, il réussit à se trouver face à face avec Vicious, et un combat acharné commence. Les deux adversaires vont être du même niveau pendant tout l'affrontement, mais lors du dernier échange de coups, Spike réussit à venir à bout de son adversaire en lâchant un dernier coup de feu. Néanmoins, on remarque une chose, lui aussi a été touché gravement dans cette ultime attaque, et c'est maintenant qu'on réalise que la fin est inévitable. Le héros qu'on a suivi va mourir par amour, pour son passé et pour se prouver à lui-même et aux spectateurs que nous sommes que depuis le début, il était en fait toujours vivant. 僕の子犬がいなくなった白い